Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu, on parlera tech puisqu'on n'a pas pu en parler hier soir, mais ce soir on reçoit les membres de Webash, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 6 décembre 2023 et on débute avec cette interview de Roland Plantier, ex-maire de la ville de Vieux-Fort, qui revient sur l'affaire de l'OMCS. Hier, nous étions en conférence de presse avec le maire actuel qui nous révélait des irrégularités effectivement dans la gestion de l'OMCS. Ce que l'ancien maire Roland Plantier a voulu rectifier. Regardez. Pour répondre aux accusations, je dirais, du maire actuel de la commune de Vieux-Fort, un jour, ce monsieur parle de 1 million de subventions qu'aurait reçu l'OMCS de la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe et un autre jour de 400 et quelques mille euros qu'aurait reçu cette association par la collectivité communale. Je puis dire que la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe n'a jamais eu à financer l'Office municipal de la culture et des sports. Cependant, l'association a bien reçu une somme de 47 300 € correspondant à ce qu'on appelle la prestation de service dans le cadre de l'accueil collectif des mineurs. Mais effectivement, la commune a versé pendant cette période, pendant ma mandature, effectivement une somme de 400 000 €. Mais aussi, c'est pour le fonctionnement de l'OMCS qui était en convention avec la commune pour un certain nombre de prestations d'animation culturelle, d'animation du territoire, d'animation sportive, d'organisation de la fête patronale, du fonctionnement de la radio Climax. La radio Climax avait 2 employés pendant cette période. L'OMC, 2 employés d'animation. L'OMCS avait aussi 2 employés, donc 4 employés à payer durant toute cette période. Et aussi, il y avait les intervenants sur les activités, tant de danse, de sport, de musique, de grouka qu'organisait l'Office municipal de la culture de Vieux-Fort. Il y a aussi toutes les activités périscolaires organisées à l'école Auguste Feller et aussi l'accueil à LSH. Donc voilà pourquoi la commune versait cette somme à l'OMCS de Vieux-Fort. Il y a une délibération, il y a un vote du conseil municipal qui a voté un montant de subvention à un moment donné. C'est qu'à mieux, on attend voir. Voilà un maire qui n'a absolument rien fait depuis qu'il est là, donc il cherche un prétexte pour se dire que il faut rendre inéligible un certain nombre de personnes. On l'attend au tournant. Lui qui veut donner des leçons, pourquoi il n'a jamais mis en pratique la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, lui demandant de payer 1 500 € à la commune parce qu'il avait tout fait pour empêcher la construction de l'école dont il se revendique la paternité aujourd'hui. J'ai en main un récépissé signé par le plus haut responsable administratif de la collectivité communale qui signe avoir reçu un certain nombre de documents. Et il avait demandé une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue, je crois, le 10 août 2021, où le président allait lui remettre tous les documents. Il a refusé. Et donc les documents sont consignés dans un cabinet d'experts comptables de Basse-Terre. Tous les chéquiers sont là, toutes les factures sont là, les relevés de compte sont là, on l'attend venir.
Le réseau d'urbanisme de Guadeloupe et les 50 pages géométriques abordent la question des risques que représentent les habitations en bord de mer. Les organismes entendent prêter main forte aux collectivités pour le relogement des personnes et le nouvel aménagement de ces zones. Regardez. C'est la suite de ce qu'on avait déjà posé l'année dernière, c'est-à-dire urbanisme circulaire, approche durable, avec plusieurs volets. Alors l'année dernière, on a eu un volet patrimoine et cette année, on a un volet risque. Dans ce cadre, justement, nous nous attachons à pouvoir accompagner les pouvoirs publics, au premier rang desquels l'État et les communes, pour le relogement des personnes qui ne peuvent pas être maintenues sur site. Et pour effectivement aussi aménager ces espaces pour éviter que d'autres personnes ne reviennent. C'est vraiment cet état d'esprit que nous promouvons. Et à côté de ça, nous aménageons toujours les espaces urbains qui relèvent de notre territoire de compétence. La question du risque, évidemment, elle est connue ici en Guadeloupe. Maintenant, peut-être qu'il faut qu'on la regarde un petit peu différemment et surtout qu'on se pose la question de comment on fait, comment on réagit, comment finalement on fait la ville, on aménage nos territoires pour prendre en compte tout ça. Donc c'est un changement de pratique, c'est ce que j'appelle l'urbanisme circulaire et donc je viens en parler aussi ici. L'objectif du séminaire, c'est de véritablement de parvenir à faire prendre, à emmener cette réflexion-là, montrer qu'il y a des solutions. Pas simplement d'avoir un éclatement de la ville, ce qui pose de gros problèmes de déplacement, et de pouvoir protéger les milieux naturels. L'urbanisme, c'est quand même c'est la base de tout développement et tout, et il est très intéressant que nous y soyons pour pouvoir au moins mettre en pratique un peu des recommandations et aussi dans le cadre du développement de la ville de Saint-Claude. Ça évolue, oui. Est-ce que ça évolue assez vite? Sans doute pas. Finalement, les normes, c'est ça. C'est le rappel des contraintes environnementales sur notre vie du quotidien. Il y a une question de normes, mais il y a surtout une question de prise de conscience collective, à la fois des citoyens, des professionnels et des élus. Comment on fait pour à la fois faire mieux, être plus résilient, et puis comment on apprend des risques, comment on apprend des chocs quand ils ont lieu. C'est une question qui nous permettra très certainement, qui débouchera sur la possibilité de redynamiser les agglomérations, les communes, et donc de pouvoir régler des problèmes de déplacement, des problèmes d'hyperconcentration qu'on a, des problèmes qui sont liés à l'hyperconcentration de la zone point d'appui d'Abîme. Très certainement, on arrivera comme ça à faire de l'aménagement régional. Et on part maintenant pour le village de l'insertion du Pôle emploi et de la collectivité départementale à Pointe-à-Pitre. On a aujourd'hui, avec le conseil départemental, organisé ce forum de recrutement qui est destiné à ces demandeurs d'emploi pour lequel, ensemble, conseil départemental et Pôle emploi, nous avons levé les freins et qui les rendent aujourd'hui, on va dire, employables, comme on dit. Et voilà, et on a plein d'entreprises qui ont répondu présent et on est vraiment très contents. Actuellement, il y a de dynamique sur le marché de l'emploi. Il y a beaucoup d'offres non pourvues. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup d'offres dans la restauration, dans les services, surtout dans le bâtiment. Il manque des carreleurs, des maçons, des plaquistes, des plombiers. Et donc, nous devrions agir. Nous-mêmes, au niveau du département, on va signer une convention dès le début d'année avec la Chambre des métiers pour que beaucoup d'artisans qui vont partir à la retraite qui soient remplacés et que nous prendrons en charge ce financement et la possibilité pour qu'on puisse continuer l'exploitation. Pôle emploi, effectivement, nous a fait une invitation pour venir sur le stand proposer nos formations. Donc dans le domaine de l'APH, agent de propreté et d'hygiène, ainsi que l'ASH, agent de service hospitalier. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de demandes dans les cliniques, dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Il faut savoir que l'hygiène est au cœur de la société. On a souvent tendance à critiquer, à ne pas aimer, mais il faut savoir que nous sommes les premiers maillons de la chaîne. C'est très important d'être sur place moi-même, puisqu'au-delà des réunions que nous pouvons faire avec Pôle emploi ou moi-même avec mes services, mais c'est une très bonne chose de voir comment concrètement les choses se réalisent, se matérialisent, et puis de voir aussi l'engagement de chacun pour que nous ayons le maximum d'insertion possible. Donc je salue tous les collaboratrices du département et de Pôle emploi et de leur implication pour que les choses s'améliorent. C'est important pour nous faire connaître, effectivement, pour savoir que ce centre existe. On est là, nous sommes un jeune centre de formation et les bénéficiaires aussi, ça leur permet de savoir qu'il existe autre chose
les métiers tertiaires et tout. Donc il y a de l'avenir, il y a de l'embauche, donc il faut effectivement ce genre de formation pour intégrer les bénéficiaires des RSA. Quand les entreprises sont prêtes aussi à accueillir et recruter des personnes pour lesquelles l'accès est moins facile que d'autres, ça veut dire que le contexte économique est plutôt favorable. La ville de Lamentin, elle organise des ateliers duo entre parents et enfants, de quoi resserrer les liens familiaux pendant cette période de fête. Regardez. Cet après-midi, nous sommes à la salle des fêtes de Lamentin pour des ateliers en duo avec le parent et son enfant. Ce sont des ateliers que nous avons institués de main en main. Parce que pour cette fête de Noël, puisque cette activité lance les activités de Noël à la commune de Lamentin tout le mois de décembre qui sera très animé. Et aujourd'hui, nous sommes sur la première activité et nous avons symboliquement choisi les parents et les enfants, puisque Noël c'est la fête de la famille, le moment de partage. Et ici, nous sommes sur la parentalité en accord avec la CAF, puisque la CAF intervient aussi, participe à cet atelier. Nous accompagnons Nous accompagnons ce type de projet, c'est-à-dire des ateliers enfants-parents pour justement permettre renforcer le lien enfants-parents. La CAF est au cœur justement de la parentalité, de faire en sorte que les enfants et les parents puissent partager des actions communes. C'est-à-dire que partager des moments en atelier, partager des moments en famille et au-delà de ça pour pouvoir justement renforcer ce lien parent-enfant. Nous avons 4 ateliers cet après-midi, l'atelier savon, l'atelier bougie, l'atelier fabrication de produits parfumés et nous avons également un atelier peinture avec un peintre assez célèbre. Et cet après-midi, ce matin nous avons encore eu des ateliers de fabrication d'objets de décoration notamment et nous poursuivons cet après-midi avec ces ateliers. Là, je suis venu participer en tant qu'habitant du Lamentin, je suis venu avec mon fils participer justement à l'atelier dessin qui justement permet au moment où on parle de problématiques des familles, de liens qui se disloquent par rapport à la situation des familles, ces moments-là permettent justement de renforcer le lien et de pouvoir partager des moments assez agréables avec son enfant. Ces ateliers permettent aux enfants de sortir devant les écrans, aux parents de construire avec leur enfant. Et comme à Lamentin, avec la municipalité, nous sommes beaucoup sur la parentalité pour que les enfants et les familles trouvent un équilibre sur le territoire, pour que notre famille, nos enfants, il y a des petits gens pas chaudière, pour ces petits gens à bouger, il faut nous accompagner pour justement pas qui déposer la contre chaudière, mais permettre de grandir et vont équilibre. Pour yopé faire des grands monde responsables, Thibaut Pita. Un reportage signé Michel Depape. Et maintenant, je reçois Sophie Lubin, présidente et fondatrice du Maris Project. Bonsoir Madame Lubin. Bonsoir Harold. Madame Lubin qui est en compagnie de Daryl Pézeron de l'association Wibash. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Donc vous êtes effectivement la fondatrice du Maris Project. Qu'est-ce que ce projet d'ailleurs déjà pour les téléspectateurs? C'est un gros projet, un projet international pour la Guadeloupe, mais à portée internationale. L'objectif de Maris Project est de contribuer à l'acculturation numérique des populations outre-mer en 3 points. Voilà, 3 points principaux qu'on décline sur chaque action que l'on mène. Point numéro 1, identifier et mettre en valeur des rôles modèles tech et scientifiques des Outre-mer. Pourquoi on fait ça? Point numéro 2, pour faire rêver la jeunesse, parce qu'on veut leur montrer d'autres opportunités professionnelles. Et point numéro 3, on veut s'assurer que les jeunes filles s'orientent vers les filières qu'on appelle STEM, donc sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Vous avez fait le constat effectivement que trop peu de femmes justement se tournaient vers ce genre de formation? Exactement, c'est le constat que nous avons fait. Ce n'est pas suffisant. On sait déjà qu'il va y avoir une pénurie de talents, allez, on va dire à horizon 2030-2040 sur les métiers, notamment tech. La Guadeloupe, c'est 54,14% de femmes. C'est important que les femmes montent à bord
de ces gros chantiers, j'ai envie de dire, qui vont vraiment refléter la vie de demain. On est tous avec les nouvelles technologies, que l'on veuille ou pas. Ça veut dire que ça façonne le monde dans lequel on va vivre. Donc c'est important que les femmes montent à bord. Et en plus, on a une opportunité là d'avoir un levier social, j'ai envie de dire, et puis aussi un levier économique. Il y a des besoins, et si nous essayons de nous former sur ces métiers-là pour pouvoir avoir des métiers qui sont en général plutôt bien payés. On sait qu'il y a clairement des inégalités de traitement entre les hommes et les femmes dans certains milieux, des inégalités aussi salariales. Est-ce que c'est aussi prégnant dans la tech que dans d'autres domaines ? Ah oui, tout à fait. C'est partout pareil. Mais c'est lié à beaucoup de facteurs. On sait très bien que les inégalités, par exemple de salaire, c'est lié à plein de facteurs. Il n'y a pas un facteur qui va faire. Il n'y a pas une solution pour le problème. Une femme ingénieure informatique est aussi performante qu'un homme ingénieur aussi performante. informatique. Les performances, les compétences, ça, c'est indéniable. Il n'y a pas d'angélisme non plus. Les femmes ne sont pas meilleures dans un domaine que les hommes. Ça, il faut arrêter ces stéréotypes. Voilà. Par contre, après, ça va être tout un faisceau d'éléments qui vont faire que on va préférer choisir un homme parce qu'un homme, ça ne prend pas de congé maternité, ça ne va pas rentrer plutôt pour s'occuper des enfants, etc. Donc on est toujours sur les mêmes excuses un peu... Oui, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il ne faut pas se leurrer, c'est toujours la même chose. Et c'est ça qui pose problème. Parce que là, avec l'ère Covid qu'on a vécu, on a pu montrer qu'on pouvait travailler et être efficace chez soi. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui en Guadeloupe qui utilisent la tech pour pouvoir gérer leur temps. Elles savent qu'il faut gérer les gamins, il faut gérer les transports, il faut gérer tata, grand-mère. Elles vont se trouver un métier soit dans la tech, soit qui utilisent le numérique pour leur permettre de gérer leur emploi du temps. Parce qu'en étant dans l'entreprise, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Donc là, elles ont besoin d'une certaine liberté. Et le numérique peut offrir cette liberté-là. Autant le marché du travail, c'est déjà une complication, mais ne serait-ce que sur l'utilisation des outils numériques informatiques, là on n'a pas de différence notable entre les hommes et les femmes. Les femmes ont autant accès que les hommes. Ah oui, non, il n'y a aucun motif, aucune raison pour lesquelles elles ne puissent pas y avoir accès. Ce qu'on fait, nous, parce que malgré tout, il faut avoir certaines compétences, j'ai envie de dire, surtout les nouvelles générations, là, elles ont besoin d'avoir certaines compétences pour bien appréhender l'outil numérique et surtout l'environnement, tout l'environnement qui va avec. Voilà, l'outil, c'est très bien, mais c'est une chose. Ce qui est important, c'est comment on va utiliser les outils. Et quand on fait des événements comme l'Outre-mer Girls Tech Day, OMGTD, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on va passer des messages aux jeunes. Par exemple, bien évidemment, cette année, on ne peut pas ne pas parler de ChatGPT. Typiquement, samedi 9, pendant la journée grand public, on a un atelier qui est pour les parents, qui est pour les enseignants et pour les jeunes, pour leur montrer comment utiliser ChatGPT dans un cadre scolaire, c'est-à-dire de façon intelligente. Voilà. On donne des clés aux jeunes pour pouvoir vivre dans ce monde plutôt tech et pouvoir se projeter pour demain. Parce que vous, effectivement, on regarde le nom de l'opération, Outre-mer Girls Tech Day, donc vous êtes quand même à la 4e édition. Quand on entend ça, on sent effectivement que c'est dédié uniquement aux femmes. Donc on peut se dire qu'il y a peut-être une longueur à rattraper entre les hommes et les femmes, puisque c'est dédié effectivement aux girls. Alors l'événement s'appelle Outre-mer Girls Tech Day. Néanmoins, on accepte aussi bien les filles que les garçons. Par contre, la seule condition, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 50% de filles. La journée du vendredi 8, c'est sur 2 jours, l'Outre-mer Girls Tech Day. Vendredi 8, c'est pour les collégiens, les lycéens. Le 9, c'est la journée publique. Le 8, on demande à chaque établissement scolaire qui s'inscrit de mettre au moins 50% de filles. 50% de filles. C'est non négociable. Est-ce que sur les autres éditions, c'était respecté, David ? On a tout fait en tout cas que ça se rapproche le plus possible de cette marge, puisque effectivement il est très important que lorsqu'on essaie de faire en sorte de changer un secteur, notamment dans le secteur de la tech, que l'information puisse être partagée à l'ensemble de la population, à l'ensemble justement des sexes, garçons et filles, et ça permet justement aux jeunes filles qui viennent à cet événement de découvrir un peu les femmes qui sont dans ce milieu-là, des femmes antillaises qui sont reconnues pour ce qu'elles font
que ce soit au niveau local, mais même au niveau international. Donc ça leur permet de se projeter. Donc vous suscitez des vocations en gros. C'est ça, l'idée c'est de susciter des envies, des vocations, voire même il y a des enfants, c'est vrai qu'ils ont des questionnements justement dans ces secteurs-là et justement ça leur permet de rencontrer des personnes qui seront aptes à les guider, à les orienter ou à leur faire apprendre des choses ou à leur faire découvrir quelque chose qui, ils se disent je ne savais pas qu'il y avait ceci, cela dans ce milieu-là et ça peut créer des vocations. Et l'idée en fait justement c'est leur donner tout ce qu'ils ont à apprendre, à obtenir, leur donner tous les éléments en clé pour qu'ils puissent prendre leurs décisions pour le futur qui les attend, qu'ils voudront construire pour eux en fait. Et donc pour, on va dire un peu équilibrer les choses ou rééquilibrer les choses, vous axez plus sur les femmes puisqu'on a beaucoup de lacunes à ce niveau-là, il faut le dire. Donc c'est juste un peu axé un peu plus sur les femmes, mais toute la population effectivement est concernée. Des âges en moyenne, ça concerne plutôt les jeunes ou bien Oui, c'est plutôt... Alors, notre cible effectivement, c'est plutôt les jeunes, de la 4e à la première, des fois on pousse un peu à la terminale, on va dire, là on a poussé un peu à la terminale, mais c'est notre cible principale parce que c'est le moment où ils vont faire des choix d'orientation scolaire en fait. Donc on veut leur montrer ce qui existe, ce qu'ils peuvent imaginer avant de choisir telle branche ou telle branche. Après, rien n'empêche que le samedi, vu que c'est ouvert au public, de permettre à des personnes qui ont des questionnements sur tous les métiers de la tech ou alors les nouveautés qui sont en train de se mettre en place, notamment des IA comme ChatGPT, mais il y en a plein d'autres, de venir découvrir. C'est là où ils vont peut-être apprendre des choses intéressantes ou découvrir des aspects, des appréhensions qu'ils ont. Et de là, peut-être qu'ils auront une meilleure idée, une meilleure conception de la chose et se dire effectivement, je pourrais utiliser ces outils-là pour tel domaine, etc. Dans tel métier ou quasiment tous les métiers. Oui, dans tous les métiers. Le numérique, informatique, ça couvre large en fait. Exactement. Et l'idée, c'est de vraiment faire en sorte d'informer la population sur ce qui est en train de se faire au niveau international en fait. Et puis dernier point, si je peux compléter ce qu'a dit Daryl, en fait, il y a des métiers qui existent déjà aujourd'hui, donc on sait les identifier, mais on sait aussi qu'il y a des métiers qui n'existent pas encore, qui vont exister demain. Mais on ne peut pas former des jeunes aujourd'hui à des métiers qui n'existent pas encore. Mais par contre, on peut leur dire, ton métier de demain, il n'existe pas encore, on le sait déjà. Mais par contre, on sait qu'il faut que tu apprennes à apprendre. Il faut que tu saches apprendre à apprendre tout seul. On sait qu'il faut que tu saches travailler en équipe. On sait qu'il faut que tu aies des compétences relationnelles forte. On sait qu'il faut que tu saches gérer les fake news. On sait tout ça. Voilà. Donc si tu as toutes ces clés-là, si tu as cette capacité de t'adapter, d'être flexible, d'aller chercher les infos, de partager avec les autres, parce que ça c'est super important, travailler en équipe, ça c'est crucial. Et demain, ton métier, avec ce que tu aimes, si tu identifies ce que tu aimes, tu vas trouver le métier qui te convient. Le rendez-vous est donc donné les 8 et 9 décembre prochains. Surtout le 9, parce que le 8 le 8 c'est vraiment pour les scolaires. Et le 9 c'est ouvert au grand public à l'Université des Antilles. Donc si tu voulais donner une information ? Oui, je voulais donner une information. On fait un petit before. L'événement donc c'est sur 2 jours, comme on l'a dit. La journée du 8 elle est complète. On a 263. Quand on a commencé la première fois, on n'avait même pas une quarantaine de jeunes. Là, on en a 263 qui viennent, donc j'ai un petit peu la pression. C'est une bonne pression. Et voilà. Et donc samedi, journée grand public, on a encore de la place. On a nos conférences le matin. On a une conférence sur à quoi sert le mentorat. Et la deuxième conférence, c'est nouvelles technologies et écologie sont-elles compatibles ? On va parler de ça. Et on a les ateliers donc sur la journée, atelier drone, atelier design thinking. On va se sauver des moustiques. On va se projeter en 2043 pour voir quelles solutions on peut trouver. Voilà. Et autre point très important, le 7, on fait un petit before. C'est les assises de la féminisation des métiers du numérique où on va réunir des personnes influentes, on va dire, de l'île pour réfléchir à la problématique et voir ensemble ce qu'on peut faire en synergie pour avoir un impact beaucoup plus fort. Parce que les choses bougent au niveau international, les choses bougent au niveau national. L'enjeu est stratégique. C'est maintenant qu'il faut gérer. Si on doit prendre le train en marche, c'est maintenant. Sinon, ce sera trop tard. Très clairement. Merci en tout cas à vous deux pour ce passage ce soir, pour nous avoir annoncé effectivement l'Outre-mer Girl Tech Day qui se passera notamment pour le grand public le 9 décembre prochain à l'Université des Antilles à Pointe-à-Pitre. Merci encore à vous.
Merci. Et on fait un petit focus maintenant sur le club de tir des Sarcelles Or qui accueille l'équipe de France de tir junior. Parmi eux figurent un ressortissant martiniquais et un guadeloupéen qui devraient faire de belles performances lors de la compétition de ce week-end. Regardez. Je suis entraîneur de l'équipe de France de ski junior et donc on a le plaisir de venir en Guadeloupe parce que on a des jeunes de Guadeloupe, de Martinique qui font partie de l'équipe de France. Donc c'était un juste retour aussi de venir un peu sur leur terre. Donc on a commencé hier, on fait 3-4 jours d'entraînement intensif pour qu'ils prennent possession des installations, qui voient comment faire leur réglage pour essayer d'être au mieux pour la compétition de ce week-end. Ça fait plaisir de recevoir, bien entendu, aux abîmes, grâce à la Sarcelles d'Or, les juniors de l'équipe de France, avec bien entendu un Guadeloupéen et un Martiniquais, pour avoir discuté avec l'entraîneur ce matin et depuis 2 jours ils sont là. Je pense que nous avons un potentiel et ces 2 jeunes peuvent aller très loin. Pour être un beau tireur dans cette discipline, il faut déjà avoir de la concentration, comme j'ai dit tout à l'heure, de la rigueur. Il faut être très rigoureux sur les entraînements. Et puis voilà, c'est de l'entraînement en fait. Il faut être assidu sur l'entraînement. On tire donc sur des plateaux d'argile qui sont lancés à partir de 2 machines. Et vous avez 8 postes en arc de cercle et ils ont des simples et des doublés à tirer. À chaque fois, une cartouche par plateau. Et ils démarrent des épaulés, donc la crosse à la hanche. Et à l'apparition du plateau seulement, ils peuvent engager leur épaulé et puis faire leur mouvement pour tirer leur plateau. On souhaite faire venir des jeunes au tir. Les jeunes Guadeloupéens ont toute leur place en équipe de France, on le voit, puisqu'il y a des Antillais en équipe de France. Donc c'est un encouragement aussi pour inciter les jeunes qui viendront ce week-end voir les compétiteurs de leur âge, voir que voilà, il y a des possibilités. La Guadeloupe, comme on aime bien le dire, on est terre de champions. C'est vrai qu'on a beaucoup de potentiel sur le territoire. Aujourd'hui, on est en pleine restructuration de toutes les infrastructures sportives, notamment, on le voit un peu partout, mais particulièrement au tir. Donc d'ici quelques temps, nous serons capables d'accueillir plus de jeunes que nous l'avons déjà fait par le passé, pour les amener vers peut-être l'excellence, le pôle sportif de Bordeaux, comme d'autres sports ici en Guadeloupe. Donc c'est vrai que nous avons ce potentiel, nous travaillons avec les clubs qui font un gros effort. Il ne faut pas oublier qu'on est tous des bénévoles, nous sommes tous des bénévoles, donc c'est vrai que ce n'est pas évident de prendre sur notre temps pour le faire, donc ça se structure petit à petit, mais il y a un bel avenir pour nous. Pour cette année 2024, mes objectifs seront de faire les championnats d'Europe, partir encore en Crète, en Grèce, et puis à la Coupe du Monde Junior en Allemagne. Et on le souhaite effectivement de réaliser de très belles performances. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. On est toujours effectivement en attente d'informations complémentaires concernant le crash d'avion qui s'est déroulé vendredi dernier et qui a coûté la vie à 5 personnes. On attend de voir effectivement si les autorités se décident ou non à récupérer notamment l'appareil qui est effectivement à 45 mètres de profondeur. On nous parle pas d'éventuelles impossibilités techniques, mais de beaucoup de complications à ce niveau-là. Et on aimerait effectivement avoir plus de précision, donc on vous tiendra au courant là-dessus, avoir plus de précision sur les circonstances du crash, puisqu'on n'a pas beaucoup d'éléments en notre possession, vous non plus, puisque la boîte noire repose à 45 mètres de profondeur. Donc on attend effectivement des informations complémentaires. En tout cas, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle Tranche Info. Et avant de se quitter, je souhaite un joyeux anniversaire, n'est-ce pas, à mon jumeau d'anniversaire, je ne le loupe pas, Harry Chalus. Bon anniversaire à vous. Bonne soirée.